Hello, chers vous tous, chères vous toutes, bienvenue pour ce nouveau MangaCast dossier numéro 64. Le sujet du jour, Crunchyroll France de 2013 à 2019. Quelles évolutions, tel le Pokémon? Nous allons en discuter avec notre invité du jour, Olivier Fallet. Bonjour. Et c'est lui, il est là. Autour de cette formidable table en formica beige, recyclée au besoin par un incroyable miracle qui s'appelle le bois, nous avons Thunder Geek, complètement poète. Il est poète. Il est plus là, là. Poète. Ah ouais, t'es c'est pas quoi là. ça, être poète? Je sais pas, t'as la tête vers le plafond, vers le bas. Mais parce que c'est ton intro, ça répond. Je me suis dit, oh là là, ça part déjà loin. Là, tu vois, il parle d'évolution, ça parle de machin. Je me dis, Ouais. donc on part. Ouais, donc toi, t'es une révolution en soi. Oui, si tu veux, je suis une oui. D'accord. Ou un Merci, le retour de la voix. Hello, oui, enfin. 36-15 là, le retour. Le vrai. Bah, écoute, peut-être que ça fera revenir plein d'auditeurs. Des tiens. auditeurs, ouais. J'y pense. La Ah. table, elle Oui. doit bien avoir 15 ans, non? C'est prévu un petit anniversaire? Non, elle a Elle plus de était là 15 depuis- ans, même bien avant la présence de cette table dans les locaux. Elle servait à autre chose. On veut pas savoir. Ouais, exactement. On ne veut pas non. trop savoir non plus. Ah, il n'y a pas de traces bizarres dessus. Je ressors lumière noire approuvée. Nous allons donc entamer notre sujet et juste pour rappel aux gens qui n'étaient pas là exactement en 2013, Crunchyroll, leader américain du simulcast, l'offre son offre de SVOD dans l'Hexagone. Il rejoint ainsi les autres acteurs déjà installés en France dans la cour de la diffusion d'animés en simultané avec le Japon. Depuis, le géant américain, filiale des groupes Chemin et TV Tokyo, tu me confirmes Olivier? Là, il y a eu une petite évolution, mais on pourra en parler. Ah après. d'accord. Ah merci. Bah oui, c'est vieux tout ça ce que je raconte moi, monsieur. Donc a étoffé son catalogue français en proposant un large choix de séries par saison, un grand nombre de dramas et plus récemment, enfin à l'époque, une offre de lecture en ligne de manga en anglais. À l'époque, et qui est toujours en anglais au jour d'aujourd'hui pour le Oui. moment. Voilà. En 2015, nous t'avions reçu et tu étais responsable développement de France pour Crunchyroll et tu l'es toujours. Je le suis toujours. Tout à fait. Incroyable. On avait discuté de stratégie et de futur et là nous sommes en mai 2019 et nous te retrouvons pour faire un état des évolutions et du service SVOD de Crunchyroll France. Ah, donc du coup, tu vas ressortir tous les verbatim que j'ai. Ouais, c'est j'ai ça, ouais, lâchés. tout ce que j'ai Et gravé pour- alors, depuis, Tu avais dit ça. Tu avais dit qu'il se passerait ça. Non, on n'en est pas là. On nous a menti. Je t'ai pas refliqué sur l'émission précédente qui est maintenant date un peu. Donc on va repartir sur du frais, ou à peu près. On va démarrer avec la première question qui est la mienne. En fait, en 2018, Crunchyroll annonçait avoir produit plus de 50 animés différents et être devenu l'un des plus grands investisseurs d'animés. Alors, est-ce que vous allez persévérer dans cette voie? Est-ce vraiment un bon investissement d'investir? Alors oui, effectivement, c'est vrai. On a, depuis que Crunchyroll existe, entamé toute une série d'investissements dans des séries qu'on coproduit. C'est-à-dire on entre dans les fameux comités de production japonais. Pour citer quelques titres, actuellement, on a The Rising of the Shield Hero, qui est un gros carton et qui est une série qu'on a coproduit. Mais on a déjà coproduit Citrus, l'Odyssée de Kino, Kino's Journey, Classroom of the Elite, voilà, enfin, effectivement une cinquantaine, Eurocamp. Oui, déjà pourquoi on a décidé de coproduire, parce que c'est un moyen de s'assurer d'avoir les droits d'une série dans le monde entier une fois qu'elle sera disponible. Au début, Crunchyroll était juste une plateforme qui achetait des droits pour les diffuser dans le monde, en dehors de l'Asie. Et voilà, alors, comme tu l'as souligné, on est aujourd'hui plus les seuls. Alors je dis plus les seuls parce que Crunchyroll avait été longtemps le premier aux États-Unis. Effectivement, quand on est arrivé en France, il y a eu d'autres acteurs qui étaient déjà là en France avant et qui sont aussi développés aux États-Unis. Et surtout des très gros comme Netflix, comme Amazon, qui aujourd'hui achètent aussi des séries, qui sont capables aussi parfois de produire entièrement et seuls des séries. Donc c'est un marché qui est devenu, où la concurrence est beaucoup accrue justement ces 5 dernières années. Et un moyen justement d'être sûr de continuer d'avoir des séries, c'est d'investir en amont, donc de coproduire. Ça permet effectivement Ouais, ça évite les monopoles de Voilà. dire Netflix. Alors, ça ne représente pas tout ce qu'on diffuse.
diffuse, parce que produire, ça demande plus d'argent que d'acheter. Mais c'est quelque chose qui est devenu assez important. Et aussi, c'est une manière de montrer que les gens, quand ils s'abonnent à Crunchyroll, l'argent revient aux ayants droit des séries qu'ils regardent, et plus encore, puisqu'aujourd'hui, il permet aussi de produire des séries. On peut même dire, il y a certaines séries, peut-être qu'elles n'auraient pas vu le jour sans l'apport de Crunchyroll. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de produire. Au Japon, ils sont obligés d'aller chercher de l'argent un petit peu partout. Donc, parfois, l'arrivée de Crunchyroll peut être décisif dans un projet et faire en sorte qu'il se fasse. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est quelque chose qui va évidemment continuer. D'accord. En 2007, justement, ça fait partie un peu de ça. Vous annonciez avoir versé plus de 100 millions de dollars de royalties au Japon. Est-ce que ce chiffre ne ferait que grandir? Est-ce que ça se confirme en 2018? Est-ce que tu as des chiffres pour 2019? Alors, j'ai pas les chiffres. 2019, c'est un peu tôt puisqu'elle n'est pas finie l'année. Les chiffres de 2018 qu'on publierait en 2019. Alors non. Puis alors, je suis très mauvais pour les retenir. Mais par contre, ce qui est certain, oui, c'est que ça continue de grandir parce qu'on achète de plus en plus de séries, parce que les tarifs aussi, à cause de cette concurrence, montent. Les droits, effectivement, ont tendance à augmenter d'année en année pour acheter quelque chose, donc forcément ça fait plus d'argent qui revient aux ayants droit et aux producteurs japonais. Ok. Petite nouveauté dans ces émissions, c'est qu'on a aussi des questions des auditeurs et des auditrices qui sont sur notre Discord. Très bien. Et là, on commence avec Doko qui pose la question quel positionnement adoptez-vous afin de vous démarquer des plateformes concurrentes, et surtout pensez-vous viser le même public, âge, type et anime? Ça fait beaucoup de questions. C'est la même personne, on lui en voudra. Mais bon, voilà. Où je pense que, alors si on parle des plateformes spécialisées, effectivement, on va mettre de côté les plateformes généralistes type Netflix, Amazon. Après, les plateformes spécialisées sur l'animation japonaise, globalement, je pense qu'on est, sur le même public, ou qu'on cherche à atteindre le même public. C'est un public qui est aujourd'hui encore plutôt jeune, qui a plutôt 15-25 ans. Je pense qu'avec les années, il va vieillir un petit peu. En tout cas, petit à petit, on commence à conquérir les gens un peu plus âgés. Aujourd'hui, les gens qui ont plus de 30 ans, ça c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà dit à l'époque, ils restent encore attachés au support plus traditionnel, c'est-à-dire ils regarderont plutôt une série à la télévision et surtout au support physique, ils préfèrent acheter un DVD, un Blu-ray. Et le côté numérique, s'ils n'y ont pas goûté, souvent ils sont un petit peu non, moi j'aime bien posséder quelque chose, voilà. Réfractaires au principe. Ils sont un peu réfractaires au principe, mais ce public il change dès qu'il a accès à ce genre de service. Faut reconnaître que des plateformes comme Netflix ont beaucoup aidé à démocratiser quelque chose qui a changé en 5 ans, c'est justement l'arrivée de Netflix. Avant, par exemple, pour expliquer ce que je faisais, j'avais beaucoup de mal un petit peu aux gens qui connaissaient pas ce système. Maintenant, effectivement, voilà, ils ont des exemples Netflix de l'animé, un petit peu, voilà. J'aime pas dire ça, mais ça correspond, c'est une image en cas qui peut fonctionner. Donc pour revenir au public, les gens qui ont 30 ans, aujourd'hui, il arrive un moment, et effectivement, ils vont souscrire à ce genre de service et ils se rendent compte que c'est très pratique. Ah oui, c'est quand même bien d'avoir accès tout de suite, d'avoir un gros catalogue à disposition. Ça les empêchera pas d'acheter, de continuer d'acheter une série qu'ils aiment bien en DVD ou en Blu-ray, mais effectivement, découvrir et justement avoir cet outil comme quelque chose pour défricher leur futur goût et découvrir ce qui se fait au Japon, c'est quelque chose qui peut les conquérir. Donc voilà, je pense que petit à petit, on va aussi gagner des auditeurs un peu plus âgés, et qu'à ce moment-là, il faudra aussi un peu adapter le catalogue pour leur proposer peut-être plus de choses. Je pense que quelqu'un qui a 30 ou 40 ans, il ne regarde pas les mêmes animés que quelqu'un qui a 20 ans. Oh, il y a même s'il peut y avoir des choses qui peuvent balayer l'arche. Tout à fait. Quand on pense à Crunchyroll, truc qui vient souvent, et c'est un peu Kobito, autant de notre table qui a démocratisé ça, c'est animé chelou, animé spéciaux. Voilà, c'est chez Crunchyroll qu'on va chercher des trucs un peu nichés des fois, et on pense souvent moins aux gros shonen. Donc vous avez par exemple Black Clover dans vos derniers gros shonen, oui. Mais quand on pense gros shonen dans les plateformes, on pense principalement à ADN, donc Anime Digital Network, qui est la plateforme commune Kanakaze, qui est en lien avec Viz Media du coup.
Malgré votre croissance, qui est comme tu l'as dit, qui a progressé en 5 ans, hein, vous n'avez pas décroissé, vous avez croissé. Est-ce que vous avez un frein avec les ayants droit du fait que ADN, ils ont un lien particulier avec Viz Media, donc avec Shueisha, donc avec les gros shonen. Je fais d'énormes raccourcis. Alors, mais... Oui, mais cette image, je la comprends et elle est vraie dans un sens, puisque comme tu l'as dit, ADN, c'est la fusion des catalogues Kana et Kazé. Donc forcément, quand ils ont commencé, faut savoir qu'ADN a commencé en même temps que Crunchyroll. Alors il y avait des services, il y avait avant Kazé Play qui était l'embryon de la partie Kazé, mais on a tous à peu près commencé en même temps. Et forcément, eux, quand ils ont commencé, ils ont eu tout de suite ces séries qui avaient déjà une histoire et qui continuaient, ou qui continuent encore aujourd'hui, que ce soit Boruto ou des choses comme ça. Donc oui, du coup, ils ont un catalogue avec je ne sais plus combien de centaines d'épisodes de Naruto, de Fairy Tail, et nous, on a commencé de zéro. Et en commençant de zéro, les shonen qu'on a récupérés, c'était des shonen récents. Effectivement, notre premier gros shonen, ça a été Black Clover. Ça reste aujourd'hui le plus gros succès, justement, depuis que Crunchyroll est en France. Est-ce que j'allais vous demander, ça marche, du coup ? Mais oui, il y a pas de, c'est pas un miracle, mais on sait très bien que les séries comme ça shonen, c'est ce qui draine le plus de monde. C'est pas un miracle, mais par exemple, ADN, ils ont quelques animés un peu nichés. Je suis pas sûr que ça soit leur plus gros succès, tu vois. Donc ça aurait pu être comme vous êtes connus pour vos succès un peu hors norme. Alors du coup, nous on était connus pour nos animés nichés, pour employer ce terme ou chelou, mais parce que effectivement au début, on a commencé avec ce qui restait et c'était effectivement des séries que les autres n'avaient pas pris. Donc c'est vrai que les premières années ont été un peu difficiles et que on a commencé avec des séries plus particulières qui pouvaient être d'excellente qualité malgré tout, mais qui n'étaient pas effectivement les gros titres que tout le monde attendait, adaptés de mangas connus ou qui allaient devenir des gros succès. Et ça, il a fallu construire ça effectivement au fil des années. Et c'est effectivement au bout de 5 ans qu'aujourd'hui on a nos gros succès. Ça va être Black Clover, ça va être Shield Hero, ça a été Moi quand je me réincarne en slime, Mob Psycho. Voilà. Et effectivement, ça reste des choses plutôt shonen, Jojo, plutôt au final, hein. Jojo, ça reste un peu niché quand même. C'est un gros succès. C'était notre première vraie belle et grande licence, puisqu'on l'a eu dès la saison 2, dès la partie Stardust Crusader. Mais aujourd'hui, oui, Black Clover ou Moi quand je me réincarne en slime fait quand même est plus large, touche une audience plus large que Jojo, qui reste quand même un peu pointu. Sans compter que depuis aussi maintenant, Jojo qu'on avait eu au départ en exclusivité, on le partage, donc forcément ça morcelle aussi un petit peu l'audience. Donc voilà. Et pour répondre encore à cette image un peu d'animé particulier que je revendique, mais c'est normal, on est la plateforme qui propose le plus de simulcasts. On est dans une moyenne entre 20 et 30 simulcasts par saison. Donc forcément, les gros shonen très connus que tout le monde attend, il y en a 2-3 par saison que tout le monde se partage. Donc après, il reste plein d'animés un peu plus bizarres. Et aniché, moi j'aime bien ce terme aniché. On peut se permettre justement dans une offre large de glisser 3-4 séries que si on avait été plus sélectif, qu'on n'aurait forcément pas pris. Après, nous, ça nous arrange, parce que du coup, dans les omake, comme on aime bien les chelous, c'est généralement ceux-là qu'on regarde. Donc, Alors, on a encore une question d'auditeur. Là, c'est Big Banner qui nous a posé cette question. Face au pouvoir de frappe de Netflix, qui possède un public bien plus large que celui des animés et investit chaque année de plus en plus, vous sentez-vous en danger dans un futur ou un moyen terme ? Quelles sont les conséquences que vous avez ressenties et quelle est votre réaction face à ça ? Ce qu'on dit souvent sur Netflix, c'est que, alors évidemment, des fois, oui, quand ils prennent des séries qu'on aimerait bien voir, ça c'est un fait, ils en prennent, en plus, ils en prennent de plus en plus. Malgré tout, ils prendront jamais tout ce qu'il y a au Japon. Et ça reste quand même une plateforme qui est généraliste, donc ils proposeront jamais 20 animés par saison. Donc oui, c'est de la concurrence, mais il reste de la place pour les autres. Et malgré tout, il y a un effet très positif là-dedans. Vous savez, tout le temps, on entend régulièrement que l'animation japonaise, le manga, c'est quelque chose de niche, c'est pour un public bien particulier, c'est pas grand public, c'est d'ailleurs pour ça que ça a un peu quitté les grandes chaînes de télévision. Ben oui, mais quand quelque chose d'aussi gros que Netflix, qui est dans le monde entier, qui est aussi puissant, s'intéresse autant et investit autant, elle va jusqu'à produire des séries au Japon,
c'est bien la preuve que justement ça a sa place. Ça peut toucher une audience très large. Donc nous, c'est plutôt quelque chose qui nous conforte et qui nous tire vers le haut et qui permet aussi de démocratiser l'animation japonaise. Peut-être que des gens on peut faire le comparatif. À l'époque, les gens pouvaient découvrir l'animation japonaise par la télévision, par le Club Dorothée ou par des chaînes comme D17 à l'époque qui passaient un One Piece ou des choses comme ça. Et puis après, il y a des gens qui dépasseront jamais ça. Puis il y a des gens qui en voudront plus et qui vont voir ce qui sort à côté. De la même façon, ça peut aussi amener Netflix peut aussi amener des gens à s'intéresser à l'animation japonaise et pourquoi pas demain aussi à s'abonner en complément à un service comme Crunchyroll. Mais du coup, tu parlais tout à l'heure justement que Netflix avait démocratisé un peu la VOD, là où c'était difficile au début de dire de comprendre le service. Quel était le service que vous proposiez. Est-ce que vous avez senti une augmentation justement alors ça peut être une augmentation sur le long terme, mais est-ce que à l'arrivée de Netflix, il y a eu tout d'un coup peut-être un peu plus d'abonnés ou Non, c'est trop difficile à juger parce que nos abonnés, ils augmentent. Ça augmente depuis qu'on a commencé, mais parce que c'est un secteur qui est en pleine croissance, que c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus. Après, dans ces paramètres, il n'y a pas que Netflix, il y a aussi le service qui se fait de plus en plus connaître, les actions qu'on mène, notre présence. Donc, c'est très difficile de savoir, au milieu de tout ça, est-ce qu'il y a une influence d'un service comme Netflix ou pas. C'est quelque chose de très global. Alors, du coup, on va parler d'un tout autre sujet. Est-ce que Crunchyroll est actif dans la traque et la fermeture de sites illégaux ? Alors, par exemple, comparé aux concurrents, c'est vrai que Crunchyroll semble un petit peu moins actif ou communique moins sur le sujet. C'est quelque chose sur lequel on a mis un peu de temps avant de s'y mettre. C'est vrai que les premières années, c'est pas quelque chose. On s'était attaqué à ce dossier parce que c'est un gros dossier. Comme tout le monde, comme nos confrères, on a deux types d'actions. On essaye aussi de travailler la prévention. C'est pour ça que je participe beaucoup régulièrement à des conférences où on essaye d'éduquer un peu les gens, de parler. Mais effectivement, oui, le côté répressif, on est toujours obligé d'y venir à un moment. On a fait retirer des centaines de milliers de vidéos ces dernières années. On a aussi... on était plus au départ dans une phase de négociation, de contacter les sites et d'expliquer et de discuter. Aujourd'hui, Crunchyroll, en notre nom, on n'a pas été jusqu'à faire une action judiciaire ou d'aller jusqu'à la fermeture complète juste due à notre action. Des fois, on a pu contribuer on se concerte, en fait. On travaille, ça c'est un sujet sur lequel on échange et on partage des informations. Donc, c'est quelque chose qui pourra arriver à un moment. Mais aujourd'hui, on n'est pas allé jusque-là. En France, par contre, Crunchyroll a déjà fait des actions en Amérique du Sud il y a quelques mois, notamment au Brésil, où on a fait effectivement fermer des sites. Aujourd'hui, on a quelqu'un dans l'équipe américaine, on a un service qui s'occupe de ça, ce qui, c'est vrai, n'était pas forcément le cas avant. Et pourquoi pourquoi avoir fermé ce site en Brésil comparé à d'autres ? Ils avaient fait quelque chose de particulier C'était pour s'attaquer à ce dossier. C'est un pays aussi où il y a aussi beaucoup de piratage et pareil, après avoir passé les phases de négociation, il y a toujours un moment, il faut aussi, on est obligé de montrer aussi un peu de la fermeté pour défendre nos intérêts. Donc, on peut pas s'attaquer à tout en même temps. Donc, effectivement, après, je ne saurais pas dire pourquoi ils ont choisi le Brésil. Il y avait peut-être quelque chose qui était prêt à ce moment-là sur ce dossier-là. Mais donc oui, aujourd'hui, c'est encore quelque chose. Mais il n'y a pas trop à communiquer dessus. Je pense que tout le monde connaît l'avis des éditeurs là-dessus. Moi, je suis toujours prêt à échanger. Pas sûr. Non, mais bon, Après, c'est aussi beaucoup de temps à passer. Donc, malheureusement, il faut le faire à un moment parce que si on fait rien, et c'est ce que j'avais constaté au début, Crunchyroll faisait rien. C'était pas qu'on cautionnait, mais du coup, on avait au début l'image de comme on fait rien, c'est qu'on est d'accord avec. Maintenant, du coup, on a été finalement un peu obligé de rentrer aussi dans ce process et ça fait partie du jeu. Alors, on va revenir aux questions d'un auditeur. Cette fois, c'est Ricky, ou d'une auditrice d'ailleurs. Quelle part du marché français avez-vous actuellement sur le marché de la diffusion d'animés ? Et comptez-vous vous diversifier dans le marché physique et ou publier du manga papier ?
Alors, quelle part on a sur le marché? Alors, ça dépend en quoi on raisonne. Si on raisonne en nombre de simulcasts, C'est vous les number one. Oui, je crois. oui, on est ceux effectivement qui en passent le plus en nombre de titres, donc peut-être entre 40 et 50% de ce marché-là, mais vraiment que sur le simulcast. Le simulcast, par exemple, Netflix ne fait pas de simulcast, donc je ne compterai pas forcément dedans. Après, en part de marché, ça on ne sait pas forcément parce que chacun garde jalousement ses chiffres, on les garde jalousement et nos confrères aussi. Votre nombre d'abonnés, il n'est pas public, le nombre? Alors, on communique juste sur un chiffre qui est 2 millions d'abonnés à travers le monde entier, surtout Crunchyroll. Je vous laisse vous dépatouiller avec ça pour essayer d'estimer localement. Voilà, la plupart des entreprises communiquent aussi comme ça, sur juste un gros chiffre global. Et c'est vrai que c'est le sujet qui est un peu sensible. Donc voilà, je ne saurais pas dire si on est... Enfin, j'aurais pas la prétention de dire si on est premier, deuxième, troisième ou autre. Je laisse ça aux observateurs. Et quant à nous développer, ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait justement pour le coup au cours de ces dernières années. L'année dernière, on a sorti une quinzaine de coffrets DVD en partenariat avec Atanim. Donc voilà, en fait, au départ, Crunchyroll n'achetait que les droits streaming. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'ai dit la dernière fois. Crunchyroll ne fera que du streaming, on ne sait pas faire le reste et on n'a pas vocation. C'est pour ça que ça change. à l'évolution. Voilà. Pokémon. Qu'est-ce qui a changé et pourquoi on est revenu là-dessus? Parce que parfois, certains ayants droit ne veulent pas vendre que le streaming et préfèrent vendre un pack complet avec tous les droits, la télé, la vidéo, même parfois les produits dérivés. Voilà. Et c'est souvent sur les grosses licences. Donc du coup, si on veut avoir quand même la grosse licence, on s'est mis à acheter tous les droits. Sachant que tous ces droits, ça coûte cher et que l'idée, c'est pas juste de les avoir achetés pour les bloquer et avoir notre série chez nous, mais de trouver après des partenaires pour pouvoir les exploiter. Donc ça a pris du temps, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui on travaille donc avec Atanim qui édite alors pas toutes nos séries parce que ils font voilà, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent sortir parmi les choses dont on a les droits vidéo. Parfois on n'a pas les droits vidéo et un autre éditeur prend les droits vidéo alors qu'on a diffusé le simulcast. Ça peut arriver aussi. Il y a des choses qui sont sorties notamment chez Black Box comme Parasite par exemple, comme Love Stage. Ils ont acheté les droits vidéo qu'on n'avait pas au départ. Donc il y a plein de configurations possibles, mais aujourd'hui nous on est très contents que nos séries qui sont en général celles qui ont le mieux marché sortent en vidéo. On travaille aussi un petit peu avec la télé. On a vendu des droits simulcast à la chaîne Manga, comme par exemple Golden Kamuy, The Ancient Magus Bride. Parce que je me demandais, du coup, droit télé et droit streaming, c'est complètement différent. Et puis attention, il y a les droits streaming, il y a les droits de téléchargement qui sont différents aussi. C'est très cloisonné. Les droits télé, il y a les droits sur le hertzien, il y a les droits sur la télé payante. Ah oui, donc la VOD. Je pensais que ça serait au moins un petit peu proche pour certains, peut-être pas le streaming, non, si mais tu peux faire plus d'argent. Non, on considère que c'est des marchés différents, c'est des droits qui sont séparés. Après, oui, quand on récupère un peu tout droit sur une série, effectivement, on a tous ces droits-là et après, on peut les proposer à plein de gens. Après, et puis il y a des chaînes qui disent oui, mais même si ça passe sur la télé payante, moi, j'en veux pas, je veux quand même avoir l'exclusivité. Donc après, mais c'est de la négociation, tout ça. Donc, on a placé effectivement nos séries sur la chaîne Manga. Game One et J1 aussi, qui prennent par exemple Black Clover. Ils ont pris Black Clover en sous-titré sur J1 et aujourd'hui ils ont l'exclusivité sur la VF. Donc voilà, tout ça a mis du temps à se mettre en place parce que faut trouver les bons partenaires. Mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien lancé et qui sera encore amené à se développer un peu plus prochainement. Justement, tu parles de droit, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu le pognon ici. On est très vénal, hein, je pense que tu le sais depuis le temps. Et on se pose la question, les droits pour un animé, est-ce que ça s'achète comme les droits pour un manga papier ?
C'est la même procédure ou est-ce qu'il y a des trucs différents à faire? Le manga papier, je crois que s'il est en cours, on achète un peu par partie, c'est ça et... Bon, tu peux même acheter sur une seule ligne de script aussi, si tu as une idée générale, mais est-ce que l'animation, ça peut être sur le même Alors, je principe? connais pas trop en fait l'achat des droits de manga, mais ça part sur ce qu'on appelle un fixe et puis des royalties, et après on peut jauger. Je pense que la question, je sais pas qui d'entre nous a posé la question, mais je pense que c'est plutôt quand tu achètes des droits pour un manga papier, les éditeurs français, ils vont checker tous les shonen machin, shoujo machin, bidule, tous les magazines de prépublication, ils regardent un peu ce qui les intéresse et ils contactent les ayants droit tout de suite pour savoir. Vous, ça se passe comment? Parce que du coup, c'est un peu différent. Voilà, je pense pas que vous avez une espèce de catalogue d'animés. Déjà, comme on est sur du simulcast, on peut pas attendre que ça commence. Il faut faire une offre avant même que le dessin animé. On enlève quand vous êtes dans un comité de production où là, vous êtes forcément partie prenante du truc. Comment ça se passe? L'éditeur vous contacte en vous disant, par exemple, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, ils disent il y a la telle réunion, on va annoncer tous les prochains projets? Non, mais c'est un peu des deux en fait. Soit c'est toi qui surveilles un petit peu ce qui arrive, et dès que tu vois arriver des séries qui t'intéressent, surtout les plus importantes, tu essayes de te positionner, tu essayes tout de suite de savoir qui va être l'ayant droit. Donc je vais dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui, par exemple. Mais tu le découvres comment? Par Anime News Network? Ou vous avez quand même un truc en tant que pro? Alors, vous avez des liens quand même? Non, des fois tu peux découvrir par Anime News Network ou d'autres, souvent ils relayent au jour le jour les annonces qui sont faites au Japon. Donc soit tu surveilles aussi les sites japonais qui publient les annonces, cet animé est révélé, ou là le premier teaser de cet animé, donc tu regardes, ou Kadokawa annonce qu'il va y avoir un animé sur tel titre. Donc déjà tu regardes, tu fais toute une veille sur les annonces qui sont faites et tu essayes de sortir les trucs les plus c'est surtout les titres clés qui sont importants, c'est ceux-là qui se négocient en amont. Après la petite comédie qui va arriver, ça c'est des choses qui se négociera quand même, mais plus sur le dernier moment. C'est incroyable qu'en tant que professionnel, vous n'ayez pas une espèce d'accès anticipé. Alors les deux, des fois donc à la fois il y a une veille sur les annonces qui sont faites, et puis effectivement, Crunchyroll a des bureaux au Japon, on a une équipe d'une douzaine de personnes qui à l'année discutent avec les producteurs, donc eux justement ils sont en relation directe, et des fois ils ont des infos avant même. Moi-même j'ai accès à des documents internes et je sais des fois des adaptations animées qu'il va y avoir alors qu'elles ne sont pas encore annoncées. Donc oui, on a des infos comme ça et ça permet de commencer à discuter avec l'ayant droit en avance. Mais parfois on découvre les choses quand elles sont annoncées au Japon. Et alors pour on va dire les plus petits animés, les petites comédies, les choses qui sont finalement ni peu connues, sur lesquelles on fait probablement pas d'annonce ou très peu. Est-ce que vous avez, je sais pas, une sorte de liste avec le résumé et vous vous dites tiens, ça a l'air sympa, je vais prendre ça? Oui, après les ayants droit, pour effectivement, dès que la saison approche, ils vont dire voilà les séries qu'on a cette saison, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Donc à la fois nous sur les gros titres, on va aller à la pêche aux infos et essayer de faire des offres le plus en amont possible, et à la fois des fois c'est la relation inverse, l'ayant droit japonais qui dit cette saison, voilà nos animés, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent, faites-nous des offres, qu'est-ce que vous voulez savoir, oui, on va voir si on peut vous montrer une bande-annonce ou des trucs. Et du coup, est-ce que tu pourrais analyser en termes de tendance dans les animés, qu'est-ce qui est apprécié par les Français? En tout cas, je peux parler sur Crunchyroll. Oui, bien sûr. La grosse tendance depuis, je dirais, 2 ans, c'est les séries Isekai. Incroyable. Dans un autre monde. Pas vu venir, ça, pas du tout. C'est pas nous qui faisons un Isekai par Omake quasiment? Si, je sais pas de quoi vous parlez. Je pense que c'est SAO, Sword Art Online, qui a lancé vraiment qui a pas révolutionné, il y en avait avant SAO bien sûr, mais qui a été un peu le moteur de tout ça. Mais c'est vrai, nos derniers succès, je vous le disais, Shield Hero, moi quand je me réincarne en slime, ReZero aussi. On est très fan, tu t'engages auprès de toute la rédaction. Exactement, attends, on est deux à vachement vous êtes aimer. Vous êtes au moins 3 ou 4, mais moi je suis pas fan du tout par exemple. Mais oui, tu le sais très bien. On le baïonnera après. C'est comme tout, il y en a qui sont classiques au possible, et puis après c'est dans la façon dont c'est traité qui fait Est-ce que les animés de profs malheureux qui n'ont pas de thunes et qui donnent des cours, ça fonctionne? Oui, quintuplette là. Ouais. Oui, ça. Après sur Crunchyroll, ces petites comédies un petit peu légères comme ça marche. C'est quand même des choses qui fonctionnent. Est-ce que tu peux voir les stats par pays?
Par exemple, Oui, bien imaginons sûr. Rising Shield est numéro 1 en France. Est-ce que tu peux voir s'il est aussi numéro 1 de visionnage aux States ou Oui. Alors après, au on n'a pas le même Brésil, catalogue aussi par pays. Aux bien États-Unis, sûr. ils ont beaucoup plus de choses que nous, donc il faut faire abstraction des choses. Mais si on veut comparer titre par titre, oui, on peut comparer. Il y a pas de surprise là-dessus. Et tu peux avoir aussi. Globalement, les gros succès, c'est souvent des succès, les mêmes succès dans à peu près tous les pays. Il peut y avoir des petites nuances ou je sais pas, un Inomaru Sumo qui a un petit peu fait son... C'était pas un gros succès en France, mais ça a quand même fait son petit buzz et ça avait son public. Mais peut-être c'est lié au fait que le manga était déjà installé. Voilà, c'est des titres comme ça peuvent être un petit peu poussés par rapport à d'autres pays. Radiant, du coup, aussi va avoir forcément un meilleur accueil en France qu'ailleurs. Mais globalement, les très gros succès, Shield Hero, ça a vraiment cartonné dans le monde entier. Ouais, parce que moi j'avais eu des retours qu'au Japon ça bidait un peu justement Shield Hero. Alors moi par contre j'ai des stats que sur l'international puisque Crunchyroll est partout sauf en Asie. Ma deuxième question c'était justement est-ce que tu peux avoir des stats sur l'Asie mais par exemple des stats de part de marché globale quoi. Peut-être que les équipes... Alors encore une fois moi je travaille pas non plus aux acquisitions. Non, bien sûr. Donc on échange, on a des forums internes sur lesquels puis on a des documents internes qui nous donnent un peu des comptes rendus des fois sur des choses pour avoir une idée. Mais sur l'Asie, moi, je n'ai pas accès à ce genre d'informations. Et comme tu es le responsable développement France, peut-être que ça serait bien que tu saches, parce que par exemple, si tel animé que vous avez, il est numéro 1 au Japon, vous pouvez le marquer, l'animé numéro 1 au Japon. Oui, mais ça, du coup, on a une équipe marketing aux États-Unis qui va récupérer ce genre d'infos ou de plus pour pousser les produits et ils nous les donneront d'office, en fait. J'ai pas besoin, moi, de les demander. C'est des infos qui viendront systématiquement. D'ailleurs, à chaque saison, on nous donne un peu des directives sur les titres qu'on va pousser, sur les titres qu'ils estiment qui ont le plus de potentiel. Voilà, et on est aussi tenu... ça, c'est quelque chose qui a changé aussi. Au départ, on était très indépendant dans la manière de communiquer. On nous laissait quasiment faire tout seul sans rien nous dire. Et aujourd'hui, on a un peu plus de directives. Mais c'est normal. Aujourd'hui, Crunchyroll s'est développé en 8 langues. Quand on a commencé, la France, c'était simplement la 4e langue du service. Donc, c'est normal. Et aujourd'hui, on a des équipes... donc, j'ai des collègues en Allemagne, en Amérique du Sud. C'est normal qu'on ait un petit peu des directions et qu'on fasse pas tous une communication complètement différente. Oui. On essaie de regrouper un peu tout ça. Malgré ça, on a quand même encore de l'indépendance et des choses sur lesquelles tout ce qui est communication locale ou les choses à décider qui se passent en France, ça reste de notre sort, on nous fait confiance là-dessus. D'accord. Mais donc du coup, par exemple, par rapport à Rising Shield, tu peux pas toi expliquer, enfin, vous pouvez pas expliquer officiellement pourquoi il marche plus dans un pays que dans un autre, pourquoi au Japon il paraîtrait ça ne marche pas tant que ça, alors qu'en France, en Angleterre, aux States, ça cartonne vraiment beaucoup, quoi. Non, ça je sais pas. Très bien. Après, il y a tellement de paramètres. Expliquer une série qui marche moins bien au Japon, quand on n'est pas vraiment au Japon, oui, c'est passé. Moi, à mon niveau, non, j'aurais pas de. Oui, c'est sûr. C'est sûr. D'éléments là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, tout à l'heure, on parlait de Atanim, puisque eux s'occupent d'un catalogue physique de Blu-ray et de DVD. Oui. Et là, c'est vraiment la question un peu piège quelque part, parce que... On avait dit qu'on n'en avait pas. non, mais c'en est une parce qu'il y a du subjectif dedans. Mais vous diffusez la série, quelle que soit la série, on va prendre Bungo Stray Dog. Exactement. Voilà, et puis Atanim sort le coffret. Mais est-ce qu'on peut se dire, est-ce que ça va se vendre au final, puisque les gens l'ont déjà vu? Tu vois, est-ce que ça a été... Ça, c'était la grande question d'Atanim au début. Quelle va être la réaction du catalogue public, Crunchyroll, étant donné que les gens l'ont déjà vu? Mais toutes les séries qui passent en simulcast, les gens les ont déjà vues aussi. mais justement, et tu vois, quand ça passe à la télé, les gens l'ont déjà vu aussi. Ouais, mais l'animation reste quand même un marché de niche en termes de vente, quels que soient les acteurs. Et quand tu l'as déjà vu, est-ce que les gens se sont vraiment sentis l'envie de l'acheter? Après, il y avait des séries qui étaient peut-être plus fortes à la vente. Tu vois, tu sortirais Rising Shield ou Slime. Je pense que oui, effectivement, ça vendrait beaucoup plus. Il y a eu des séries quand même. Il faut attendre un peu parce qu'effectivement, le temps pour que Atanim sorte quelque chose en vidéo, il faut que ça soit sorti en vidéo au Japon. Il
il peut y avoir qu'il y ait des versions différentes aussi, donc il faut attendre aussi tout ça. Donc les séries dont tu parles, on va laisser chaque chose. Oui, bien en son sûr, temps. non, mais ça, c'est juste des suppositions parce alors, que c'est des blocs. Il faut savoir que Atanim, c'est eux qui choisissent, ils sont éditeurs, c'est eux qui financent la sortie vidéo. Nous, on a les droits, mais nous, ce n'est pas notre choix. D'accord. C'est eux qui connaissent leur marché, qui connaissent leur public. Bien sûr, on échange et on discute, mais au final, c'est pas nous qui leur disons sortez ça ou ne sortez pas ça. C'est eux qui font le choix parmi ce qu'il y a. Donc, Et aussi pour les formats, je dis aussi. voilà. Pour Et Blu-ray après, que pour effectivement, ils ont DVD. fait le choix de faire 2 types de collections, des produits sur lesquels ils font un doublage, où ils investissent plus, et effectivement, sur les titres qui a priori ont plus de potentiel, et d'autres, il a été fait le choix de faire une collection un peu plus estampillée Crunchyroll avec des produits en sous-titré. Voilà. C'était un test aussi parce que, encore une fois, quand ils ont lancé ça, ils savaient pas trop quel serait l'accueil du public Vis-à-vis de du voilà. format physique de séries déjà diffusées. Mais voilà, cette question, j'ai du mal à répondre plus parce que au final, c'est eux qui font le choix. Moi aussi, parfois, oui, c'est vrai que j'aurais peut-être sorti ça, peut-être pas sorti ça. Après, voilà, moi je suis pas éditeur, je travaille pas dans chacun la connaît son vidéo, marché. je sais pas non plus tous les coûts pour sortir. Donc au final, c'est quand même, et comme c'est eux qui prennent le risque en investissant et en faisant la duplication, en créant les coffrets, c'est normal que la décision leur appartienne à eux. Et ce genre de sortie physique, est-ce que c'est pour un public totalement, enfin francophone, je veux dire, est-ce que France, Belgique, Suisse, ou c'est aussi délimité par une zone comme Crunchyroll Non, Non. c'est les mêmes pays où Crunchyroll est disponible en français, et si on exclut le Canada, bien sûr. Mais non, là-dessus, il n'y a pas de souci de territoire, c'est les mêmes territoires. D'accord. Bah, vu qu'on parlait un petit peu de doublage, on va y rester. Donc, quand vous obtenez les droits d'une série animée, est-ce que vous obtenez de base les droits d'un doublage ou est-ce que vous devez le négocier en plus? Et si vous obtenez les droits de ce doublage, double question, tu vois, j'aime bien faire les questions à tiroir, est-ce que c'est vous qui choisissez le studio de doublage ou est-ce que c'est un truc qui est imposé par les ayants droit ou par Crunchyroll, la maison mère US? Alors, ça se passe il y a il y a 2 types de séries qui ont été doublées dans les titres de Crunchyroll. Tout d'abord, il y a les titres effectivement qui sortent en DVD Blu-ray chez Atanim et pour lesquels eux ils veulent faire un doublage. Ça a été le cas par exemple sur Mob Psycho, sur Re:Zero, sur Black Clover. Donc du coup, là, c'est eux qui font le doublage, c'est eux qui le payent. L'ayant droit, on n'est pas tenu, ni... le doublage, chacun décide si on veut doubler ou pas. L'ayant droit, au contraire, il est plutôt content quand c'est doublé parce qu'il sait que ça va toucher un public plus large et puis que c'est... et en plus, au terme des droits, il le récupère en plus le doublage, donc c'est bonus pour lui. Mais il n'y a aucune obligation, on n'est pas tenu de doubler ou de ne pas doubler une série. Donc, pour les titres qui sortent en vidéo, Atanim fait le choix de les doubler ou pas. Et quand ils font le doublage, c'est eux qui le payent, donc ils le gardent, il leur appartient à eux, et nous, on n'a pas la main sur ce doublage. Par contre, en parallèle, c'est vrai que Crunchyroll, maintenant, il y a un peu plus de 2 ans, a aussi fait le choix de commencer à doubler quelques séries pour nous. Ouais, du simuldub. Alors, c'était pas du simuldub parce que ça, c'est quand même compliqué encore à faire aujourd'hui. Enfin, c'est pas infaisable d'ailleurs, nos confrères l'ont déjà fait, mais c'est très cher parce que du coup, il faut doubler un peu épisode par épisode. Non, nous, c'était plutôt de doubler des séries qui étaient déjà en catalogue. D'accord. Et pour rajouter quelques versions françaises dans le catalogue, pour à terme justement toucher un public plus large. On sait qu'aujourd'hui le sous-titré sur l'animation japonaise ça marche très bien, mais qu'il y a toujours des gens qui n'y viendront jamais s'il n'y a pas du doublé. Donc l'idée c'était de commencer à constituer un catalogue de VF. Ouais. Et alors tu parles de catalogue de VF, mais des fois il y a de VF, il n'y en a pas spécialement parce que il y a eu l'affaire par exemple Alexa récemment avec Amazon qui s'est vu doubler deux films via Alexa. Qu'est-ce que Crunchyroll pense de cette méthode de doublage? Je ne vais pas faire des commentaires. D'ailleurs, je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment un truc? Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait ou est-ce que c'est juste une erreur, une connerie qui s'est retrouvée sur la plateforme? Je pense que ça mériterait d'être creusé un peu avant de buzzer juste sur un extrait qui est effectivement très risible et on se dit c'est pas possible. Donc, il faudrait peut-être me méfier aussi les trucs partagés vite. Mais nous, on est des putaclics, on prend tout ce qu'il y a. Donc, Non, nous, du coup, on a doublé une dizaine de séries donc, pour nous, qu'on peut trouver aujourd'hui
Donc sur Crunchyroll. Non, nous on a travaillé avec un studio de doublage. Alors nous, notre exigence, c'est qu'on double pas seulement en français, on double en plusieurs langues. Donc on travaille avec des studios qui peuvent doubler aussi en allemand, en espagnol, en anglais, en français. Aujourd'hui surtout sur ces langues-là. En tout cas en Europe, c'est surtout allemand-français. Donc du coup il faut trouver des studios qui sont capables de gérer. Faut savoir que Crunchyroll pendant très longtemps, même aux États-Unis, c'est pas eux qui s'occupaient des VF. Pendant très longtemps déjà ils faisaient que de la version sous-titrée, et quand ils ont commencé à rajouter des versions anglaises, c'était pas eux qui les géraient, c'était leur partenaire vidéo aussi qui les faisait. Donc ils n'avaient pas d'expérience, ils savaient pas trop comment gérer tout ça. Donc se retrouver aussi du jour au lendemain à jouer plein de langues en plus et travailler avec plein de studios dans le monde entier, ils ont préféré faire le choix au départ d'un studio qui centralise un peu tout et qui leur fait des VF. Voilà. J'avoue qu'au départ ça m'a fait un petit peu peur parce que du coup c'est pas quelque chose que j'ai du tout maîtrisé, et au final on a eu quand même des bons résultats. Bon, ça a été doublé en Belgique, voilà, on va le dire, mais je trouve que c'était des bons doublages. Vous pouvez regarder Orange, Bungo Stray Dogs, la première saison de Free, voilà, a été doublée comme ça, et c'était du bon travail. Voilà. Dans l'avenir, là, on va être amené maintenant un petit peu à changer et à s'élargir avec d'autres studios. Mais finalement, cette première expérience est concluante, même si ces VF aujourd'hui, elles sont un peu perdues. On a un catalogue de 400 titres, donc 10 VF au milieu de tout ça. Oui, c'est sûr, elles ne sont pas forcément très bien valorisées. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit là tout de suite maintenant. Enfin, c'est une bizarrerie. Alors attention, hein, c'est toi qui sais, comme dirait l'autre. Sur la plateforme ADN, vous avez des séries des fois communes qui sont diffusées, genre Terraform Mars. Oui. Mais il y en a une qui est assez étrange, qui est Food Wars. Ils ont saison 1, saison 2, et vous avez le 3e plat. Je parle là de l'éditeur japonais qui a, entre guillemets, vous a vendu ses droits. Il n'a pas réfléchi, ou vous étiez plus compétitif sur le prix, quelque chose qui fait que vous l'avez obtenu et pas ADN. Comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que là, les gens, ils se font les 2 saisons, fait hey, mais la 3e, elle est pas chez nous. Là, vous le voyez pas, mais il a le sourire de relax. Il fallait, là, il est en. Ouais, bah oui, ça fait partie des bizarreries qui peuvent arriver. Tout comme on a perdu aussi des saisons 2 sur Love Live. On avait les 2 premières saisons, et la saison 3, elle est partie chez Wakanim. D'accord. Ça peut arriver. Alors oui, il y a aussi une raison sur Food Wars, mais je ne pourrais pas l'expliquer ici. D'accord. Voilà, mais oui, en général, c'est vrai que c'est assez rare, parce que quand c'est le même ayant droit, en général, oui, on conserve la saison du moment qu'on continue de faire une offre correcte, et si on a pas mal travaillé, il n'y a pas de raison que ça se passe. Ce qui, pour le coup, était là. ADN n'a pas fauté là-dessus. D'accord. Voilà, après, on va dire, il y a eu des raisons plus internes qui ont fait qu'effectivement, la saison, elle s'est retrouvée chez nous à la 3e. Et en partant sur ça, ça reste quand même... parce qu'au final, Netflix qui diffuse la saison 1 de Food Wars... Oui, mais ça, c'est en fait la saison 1 et 2, elle appartient à Viz. Donc Viz, c'est sorti en DVD chez Kazé, voilà. Ça a été diffusé sur ADN, mais Viz reste une société qui vend aussi ses droits. Donc, du coup, Viz vend aussi les droits à Netflix. Mais alors, s'il y avait la saison 3, vu que c'est vous qui l'avez, Netflix pourrait l'avoir? Ah bah si nous on leur vend, oui. Ah oui, c'est bien ça, c'est dans ce sens-là, c'est pour ça que je voulais revenir. Mais aujourd'hui, nous on vend pas nos séries à Netflix. Ah bah alors là, ok, d'accord. Donc les gens, vous savez que si vous voulez la fin de Food Wars. Après, il y a encore autre chose. À la fois c'est compliqué, c'est pas compliqué les droits, mais c'est toujours quelque chose, c'est de la négociation en fait. Donc il n'y a pas de choses établies, et d'un ayant droit à un acheteur, tout peut se négocier. Ou des fois, justement, ça ne se négocie pas. Quand on achète une série, au départ, on peut demander à avoir l'exclusivité, et on va la retrouver que sur notre plateforme. Mais on peut décider, évidemment, il faut payer plus cher pour avoir l'exclusivité. On peut décider de ne pas prendre l'exclusivité. Et si on la prend pas, on l'aura peut-être quand même l'exclusivité, si l'ayant droit l'a pas revendu ailleurs. Ça reste un coup de poker mais on l'aura quand même. Pas. Ou alors l'exclusivité, des fois, on la prend que pour les 3 premiers mois, ou pour 1 an, ou pour toujours. Donc
Et en général, on ne prend pas pour toujours parce que ça coûte cher l'exclusivité. Donc l'exclusivité, et puis elle est importante au début, pendant le simulcast, et après on ne la prend pas. Donc peut-être que la saison 3, je dis n'importe quoi, hein, je ne sais pas si c'est le cas, je ne connais pas dans le détail tous les contrats, mais peut-être aussi que demain, l'ayant droit, il pourra quand même lui-même, si on n'a plus l'exclusivité, la vendre aussi à Netflix s'il le veut. D'accord. En fait, tout est possible, tout peut se négocier, ça dépend de ce qu'on a mis dans le contrat, ça dépend de... Ça dépend du pognon. Non, mais il y a rien d'immeuble. C'est Voilà, en fait, il n'y a rien qui est figé, à part des fois sur certaines licences qui sont compliquées ou des choses comme ça, mais voilà, tout peut se négocier. Donc, parce que des fois, les gens, ils échafaudent tout un tas de théories quand ils apprennent que Le tel complot truc se retrouve là. c'est le meilleur. Non, c'est vraiment... Complot facile c'est entre juste amis. des fois... et pourquoi des fois, des séries ne se retrouvent aussi pas du tout en simulcast, alors que c'est des titres qui sont des fois assez porteurs, parce que la vente s'est pas fait, ou quelqu'un en intermédiaire a eu les droits, mais les a pas vendus, ou... Ouais, c'est les méandres des droits, en gros. Voilà, mais il y a plein d'options, il y a plein de choses qui peuvent se passer, et ça explique des fois aussi des ratés ou des bizarreries. Ah, voilà, une parmi tant d'autres. On va reparler de Jonetsu parce qu'on s'est croisés là-bas. Cette convention qui se passe à Bourg-la-Reine et à Exactement. laquelle je participe depuis ses débuts. Voilà, tu as fait une convention, une conférence Juste une conférence. sur Le marché de l'animation ouais, c'est ça, japonaise, je savais pas comment le sortir. les revenus de l'animation C'est ça, japonaise les sources de au revenus Japon. dans la Japanime. Et d'ailleurs, on s'enchaînait puisque moi, après, j'étais sur le Global Manga. Et je sais pas si tu allais regarder les commentaires qui étaient sur la page de Jonetsu. Pas du tout, en fait. Ok. Alors là, tu Eh vas ben, avoir une il y a un surprise. paquet de gens qui ne se rendent absolument pas compte, qui piratent en fait et qui te disent oui bof ce que tu me dis moi je continue de pirater, je pense que en fait les voleurs c'est vous, enfin bref il y a un peu de tout à boire et à manger dans les commentaires. Enfin, je pense qu'on les entend depuis quelques années, ces gens-là qui n'arrivent pas à percuter que le piratage influe directement ou indirectement sur effectivement les sources de revenus dans la Japanime. Alors c'est sûr, si en plus on fait une conférence pour dire il y a eu des milliards de bénéfices qui ont été générés en 2017 grâce à l'animation japonaise, j'imagine que c'est pas ça qui va les conforter, à leur dire oh bah c'est bon, ils ont déjà assez d'argent, ça, je peux continuer de pirater. En gros c'est ça un peu l'idée. Bon, je pense, alors il y a un peu de ça déjà, et c'est vrai que c'est difficile à entendre pour eux, mais après ils se rendent pas compte non plus de combien génère l'animation, enfin j'allais dire les loyers, non pas du tout, les salaires qu'il faut payer. Là très récemment sur Twitter il y a eu toute une je sais pas si tu l'as vu sur l'animation, les animateurs japonais, Oui. voilà, sur le fait qu'ils avaient des périodes quand même très difficiles, payer pas grand chose. Donc peut-être qu'à force on va finir par faire rentrer dans la tête que mine de rien pirater a une influence économique, mais pas juste pour vous qui êtes une société finalement de diffusion, mais aussi pour ceux qui créent. Est-ce qu'ils sont pas un peu en train de tuer leur passion? Il faut rappeler quand même que même si on garde une partie de cet argent, c'est aussi pour payer. Crunchyroll, il y a 200 personnes qui travaillent au siège de San Francisco, il y a à peu près 40 traducteurs qui travaillent pour justement faire tous ces simulcasts. Donc déjà, il y a des gens aussi localement qui travaillent, parce que tout ce service, c'est du travail, c'est des gens qui le font. Et effectivement, ensuite, il y a une partie des revenus, les royalties, les droits qu'on paye, ça permet de faire tourner les studios, ça permet de créer justement toutes ces séries. Oui, c'est facile de dire il y a beaucoup d'argent, l'animation japonaise génère de l'argent. Et moi, tout seul, c'est pas en téléchargeant mes épisodes que je vais changer quelque chose. Oui, mais si tout le monde pense la même chose, à la fin, ça fait beaucoup d'argent qui manque. Et c'est ça, en fait, qui peut mettre en péril demain ce process. Au-delà, et je parle pas en plus du côté éthique, je sais pas, je reconnais un travail, une œuvre. Si on aime quelque chose, je sais pas. Ça, les gens, ils s'en foutent un peu. Je pense à ceux qui piratent, c'est pas l'éthique qui les arrange. Moi, ce qui me choque plus en général, c'est que pourtant, vous faites assez la com dessus. C'est Crunchyroll, c'est gratuit, quoi. Il suffit juste de s'inscrire, mais pas obligé de payer un abonnement. Et on peut regarder les animés gratuitement. Oui. Donc, à part le fait qu'ils ont une semaine de retard sur la diffusion illégale, on va dire, ou premium, ils ratent pas grand chose. Et il y a un peu de publicité quand même sur l'épisode, mais quand on va les télécharger, on a aussi de la publicité et des publicités en même pas temps, forcément. quand tu vas sur une plateforme illégale, voilà, de la pub, il y en a. t'en Ouais, as c'est YOLO. clair. C'est pas vous. Pop-up est ton ami, t'en as des bloqueurs, il suit plus. Hein. Et du coup, c'est assez bizarre ce qu'on sait, parce que autant
je dis pas que c'est mieux, mais ADN, dans l'absolu, si je suis dans leur mentalité, je peux comprendre parce qu'il faut quand même vraiment un abonnement. Je crois que le premier épisode est gratuit, après il faut quand même payer ils un ont abonnement. quelques séries qui sont gratuites aussi. Ouais. Mais... Voilà, tu veux ton One Piece, tu veux ton Boruto, faut quand même payer. Là, tout est gratuit. Donc ça me semble encore plus complexe parce qu'il y a vraiment ce concept de non, je veux pas être légal, quoi. Je veux pas être dans la norme. Après, je se pose pas la question en fait. J'ai l'impression, hein, c'est. Il y aura toujours des gens qui ne se la poseront pas, et de toute façon, on aura beau dire, il y aura toujours des gens qui continueront. J'ai quand même senti une évolution ces dernières années. Quand on a commencé justement nos actions, justement, on en parlait tout à l'heure sur le piratage, c'est vrai qu'on était au début vraiment. Dès qu'on discutait avec ces sites-là, on était les gros méchants qui retirent les contenus, etc. Au fil des années, j'ai quand même vu, même sur les plus gros sites de partage illégaux, des commentaires de gens qui disaient « Oui, bon, comprenez, c'est quand même normal. » Enfin, j'ai quand même senti une évolution où les gens disaient oui, bon, après tout, on peut quand même le regarder, comme tu disais, gratuitement sur le site. Bon, c'est vrai que c'est disponible légalement, alors il faut comprendre qu'ils fassent ça. Enfin, j'ai pu lire ce genre de commentaires sur les sites, alors qu'au départ, c'était quelque chose qui était inimaginable. Donc, je pense quand même que, mine de rien, les choses évoluent un peu. Malgré tout, il y aura toujours des gens, oui, quand c'est gratuit et que c'est facile à avoir gratuitement, oui, ça sera toujours difficile de faire changer d'avis les plus irréductibles. Ouais, en fait, même du principe, c'est gratuit, ils sont plus rebelles quand ils vont sur une plateforme légale et qui peuvent regarder du gratuit c'est ça, avec c'est pour ça que je disais, je pense qu'il y a un concept c'est le de côté juste underground, voilà. parce que l'animation, tu vois, ça Regardez, doit rester pour les vrais fans, ceux qui se cachent la je nuit. pense pas. Moi, plutôt, regardez, je suis un rebelle et j'ai téléchargé illégalement. Bon, ça leur coûte moins cher que d'aller piquer une voiture. Je crois qu'il y a aussi les mecs qui sont un peu genre en mode antisocial, vraiment anti-système à fond. Et je me souviens dans un bar avoir discuté un soir avec un gars d'animation Jap et il prenait tout en direct download, voilà. Et je lui disais, mais la plupart de ces animés, ils sont chez Crunchyroll. Il me fait, je vais pas payer les abonnements, machin, blablabla. Je fais, ouais, mais c'est gratos. Et j'ai dû le dire 4 fois. Et il comprenait pas en fait. Et il me disait, oui, mais machin. Je fais, non, mais c'est gratuit. Il fait, mais non, faut payer un abonnement. Je fais, non, c'est gratuit. Il fait, faut bien t'inscrire. Je fais, oui, faut t'inscrire. Donc c'est payant. Non, ça reste gratuit. Tu dois t'inscrire pour avoir accès au catalogue. Faut t'enregistrer. Voilà. Mais tu ne payes pas. Je fais, ah bon? Il y a aucune contrepartie. Je fais, de la pub. Il me fait, mais ouais. Et il y a rien d'autre. Je fais, non, c'est gratos. Et il y croyait quand même pas. Il m'a regardé avec un œil méfiant, genre ouais. C'est louche. Si c'est gratuit, il doit y avoir une entourloupe. Si c'est gratuit, c'est bizarre. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Après, cela dit, on dit gratuit, il y a de la publicité. Voilà, ce qui est clair, c'est que l'échange, c'est de regarder de la publicité. Il peut y en avoir entre 1 ou 2 fois pendant l'épisode et au lancement. Ça peut être effectivement un peu intrusif. Très drôle. Voilà, ça je reconnais. Mais quand on regarde à la télé, on regarde aussi de la publicité. Il y a des écrans publicitaires. Donc c'est ce mode de fonctionnement. Donc voilà. Bon, après ça, on pourrait en parler des heures. Oui, c'est ça. En tout cas, je vous invite à... Donc, si Jonetsu ne l'a pas encore mis en ligne, c'est vrai qu'ils filment toutes les conférences. Oui. Ils ont dit qu'ils avaient un peu de retard d'ailleurs sur la mise en ligne des conférences. Mais ça finit en tout cas, voilà, ça devrait être disponible bientôt. Alors, on va revenir sur une question un peu plus légère. Alors, cette fois, c'est précis. C'est quelles ont été les plus grandes surprises pour toi ou pour Crunchyroll en général en termes d'audience, bonne ou mauvaise? Alors quand je parle de surprise, par exemple Rising Shield Hero, on peut pas parler de surprise dans le sens que vous avez misé dessus, vous attendiez un succès, c'est un succès, il y a zéro surprise dedans, quoi. Donc c'est vraiment en termes un truc où vous aviez misé beaucoup, ça a bidé à fond, ou à l'inverse un truc où vous pensiez pas que ça marchait et ça a cartonné, quoi. On parlait de ces séries Isekai, c'est vrai que quand on les voit arriver et qu'on a le pitch au départ de toutes ces séries, c'est toujours un peu difficile de savoir si ça va marcher ou pas, parce que c'est vraiment le traitement. Une série comme Re:Zero, quand elle a été annoncée, on était content de la voir, parce qu'il y avait un début de buzz, mais on pensait pas que ça marcherait autant. Pareil, et dans un autre encore registre, moi, quand je me réincarne en slime, on savait que le manga marchait bien au Japon, que c'était quelque chose qui était attendu. Mais là, ça s'est vraiment hissé très haut et on pensait vraiment pas qu'à ce point-là, ça marcherait autant. Le pouvoir des slimes.
Après, oui, un petit peu déçu pour Bungo Stray Dogs, qui mériterait mieux. C'est pas un échec, hein, mais c'est effectivement pas aussi, ça marche pas autant que Mob Psycho ou que Mob Slime. Psycho, c'est pas une surprise par exemple? Vous vous attendiez vraiment à un succès? Parce que c'est quand même particulier. Alors, c'est plus joli que le manga. C'était plutôt, on se disait, est-ce que les gens suivront avec le graphisme? Mais derrière, il y a quand même l'auteur de One Punch Man, et One Punch Man avait tellement fait déjà le buzz que forcément, c'est vrai que ça aide, et ça donne tout de suite un éclairage, ou en tout cas un coup de projecteur sur la série. Et Gintama? Ouais, Gintama, curieusement, ça marche mieux a priori que le manga, qui est un long calvaire, si j'ai bien compris, pour Kana. Après, il faut relativiser. Nous, c'est vrai que la série, elle a eu un certain succès, mais c'était un peu dans nos premières années de Crunchyroll où il était peut-être dans notre top 5 de ce qui est super, hein, pour Gintama. Ouais. Mais c'est une époque où on avait, on avait rien à côté. On n'avait pas de gros shonen. Donc, c'est marrant que ça fonctionne bien en n'ayant pas les saisons précédentes. Ouais. Vous les avez en anglais? Oui. Bah après, c'est quelque chose qui se prend un petit peu en cours. Oui, elles sont accessibles en anglais. Alors, mais je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, parce qu'il faut basculer le site en anglais pour pouvoir accéder, faire afficher les épisodes et les regarder. Je pense qu'on a conquis un public qui connaissait déjà un petit peu la série. C'est pas forcément prévu. Tu es en train de me dire que vous les passiez les premières saisons en français un jour. C'est ce que tu es en train de dire. Non, on a renoncé là. Au début... c'est lâché, c'est dit, ça fait des années. Mais non, mais je crois qu'il y a 200 épisodes à sous-titrer. Si on met quelqu'un, si on met une équipe, ils vont mettre. Il leur faudra. Mais tu mets Alexa. Vous lui donnez des sandwichs. Mais il va mettre, je sais pas. Il va mettre le temps qu'il faut, mais il va le mettre ce temps. C'est pas grave. Il faut 2 à 3 jours pour faire un épisode. Donc, c'est Gintama, on est un public très cool. On peut attendre. On a attendu longtemps. Ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait longtemps qu'on est dessus. On y est depuis 2000. Ça paraît compliqué quand même. 2007. Enfin, en tout cas, je vais être honnête aujourd'hui. Le manga, c'est depuis 2007, je le sais, je le compte. C'est plus trop d'actualité, on va pas faire l'arlésienne sur ce truc-là. On a vraiment considéré la chose, hein, parce que justement, la série avait un bon retour. Mais oui, le problème aussi qu'on a constaté avec le recul, c'est que l'ajout des séries catalogues, ça rencontre pas forcément un grand succès. On a rajouté des fois des séries qui étaient inédites, qui étaient très sympas. Le problème, c'est que quand on la met, les gens, ah chouette, une série, je vais me la faire, parce que du coup, on met direct, ou en tout cas par vague, des épisodes. Mais voilà, c'est noyé au milieu de tous les simulcasts, et puis au bout de 3 semaines, tout le monde a oublié qu'on a rajouté ce truc, et c'est perdu dans les 400 titres. Donc, moi, j'ai été étonné de voir Index 3 chez Crunchyroll. Alors là, c'est encore un cas un petit peu particulier. J'ai pas de chance, moi, à chaque fois, c'est... Mais non, mais donc les saisons 1 et 2 n'avaient jamais été licenciées en Europe. Les droits n'avaient pas été vendus. Donc du coup, il y avait une offre pour prendre effectivement la saison 3. Et là, toujours, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec une saison 3? Parce que le manga, il sort chez Kiyun, mais il faut accrocher les le light novel aussi. Malgré tout, on sait que c'est une série qui avait déjà sa communauté, les fans la suivaient. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait du potentiel quand même pour la prendre, même si c'était la saison 3. Là, par contre, effectivement, on est encore en discussion sur les saisons 1 et 2. Là, c'est potentiellement peut-être le film. Et avec le film aussi, ça fait partie d'un pack. Les saisons 1 et 2 et le film. Fais-moi rêver. Bon, écoute, si après la diffusion de cet épisode, vous perdez 5 abonnés parce qu'il y a plus Gintama, tu sauras pourquoi. Ça sera 5 abonnés précieux que tu auras perdu. Je pense que les gens qui ils les ont, je pense que les gens ils les ont vus, les Gintama. Oui, mais j'attendais quand même. Bref, on va revenir à une petite question auditeur. C'est Seima qui nous a demandé, vu qu'on est un peu en plus dans le sujet, il y a de nombreux titres rétro disponibles dans le catalogue Crunchy US, mais indisponibles chez nous, quelle que soit la plateforme. Est-ce qu'une sortie sur le catalogue FR serait envisageable, ou bien les coûts de traduction sont un frein à une éventuelle extension de droits? Alors moi, quand on parle de séries rétro, j'imagine des séries qui sont quand même relativement déjà traduites, à moins d'aller chercher du rétro inédit. Et je renvoie à ce que j'ai dit au début, on a un public aujourd'hui qui est plutôt de 15-25 ans, et comme je le disais, les gens de plus de 30 ans, ils sont pas trop encore Crunchyroll. Donc du coup, mettre des séries rétro qui iraient plutôt toucher ce public-là, oui, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire aux États-Unis, où ils sont là depuis plus longtemps et où ils ont déjà cette audience plus âgée. En France, pour l'instant, je pense que ça serait un coup dans l'eau.
Mais je pense que c'est juste une question de temps et qu'il arrivera un temps où effectivement on pourra proposer un catalogue plus rétro. Je sais pas si c'est dans le catalogue US, mais tu vois, est-ce qu'on aurait des chances ou pas d'ailleurs de voir Speed Racer X, une série qui sort Aux US, ils ont la première série d'Albator, ils ont des choses comme ça. Ouais, Speed Racer, c'est normal. Après, là, Speed Racer, c'est vraiment C'est très, chaud, hein. qui va changer. Après, pour les Américains, ça peut avoir voilà. du sens Ouais. parce que c'est une série qu'ils connaissent et qui est culte chez eux. Mais pour le coup, ce genre de truc va plutôt sortir même aux États-Unis, plus en DVD, en coffret. Ouais, ça, ils sont sûrs de les vendre. Ça a été, Ouais, que de mettre ça sur Crunchyroll. Ouais. Bah, chez nous, ça serait un peu bizarre. Hein, pour la Mais France. vous aviez par exemple dans le catalogue rétro Gundam, vous aviez eu plusieurs séries Gundam qui sont arrivées. Oui, Alors, je pense que le succès a été. C'est encore un cas un peu particulier. Ouais, Il n'y a que des cas particuliers. Arrête. Gundam, c'était disponible sur Daisuki, cette plateforme qui était faite par un consortium de plusieurs sociétés japonaises qui avait monté une plateforme de la simulcast disponible dans le monde entier et qui a fermé, je sais plus quand, il y a peut-être 2 ans. Rapidement. Non, pas rapidement, mais... Non, mais quand ils sont venus à Japan Expo avec leur team parlant absolument aucun mot de français, c'était génial. Et du coup, le point fort, puisqu'il y avait Bandai dans ce consortium et Sunrise, du coup, il y avait Gundam et ils avaient la volonté. Gundam, ça fait un peu partie de la licence qu'ils veulent diffuser pour que ce soit accessible, parce que derrière, il y a le merchandising, etc. Donc, effectivement, nous, on a récupéré une partie de ce catalogue. Alors, pas les séries un peu historiques de Tomino, de Gundam, mais un petit peu tout l'univers parallèle qui va de Gundam Seed, Double Zero et G Gundam, pour le coup, qu'on a sous-titré. Effectivement, je crois que c'est la plus vieille série qui est dans le catalogue Crunchyroll, puisqu'elle date de 1995 ou 16, si Donc, je me vous souviens. 95. Ouais, Donc vous faites des choix alors, donc pas Et- Gundam mais Gundam. Hein. Ouais, il y a un petit peu moins. Il y en avait entre quand une même. niche ou une autre. il y en a quand même une cinquantaine, hein. Mais en fait, comme on récupérait, alors on a récupéré du coup toutes les anciennes qui étaient sorties chez Beez, Gundam Wing. On a récupéré les sous-titres, on a même re-sous-titré Gundam Wing parce que les sous-titres étaient. Là, c'est les 40 ans de Gundam. ils Est-ce avaient que, été faits, Est-ce qu'on pourrait pas peut-être avoir de nouvelles séries? Bah là, on diffuse Gundam The Origin, Oui, c'est vrai. qui a commencé C'est il y a vrai, quelques c'est jours vrai, et qui c'est est quand vrai. même une belle série pour le coup et qui s'inscrit dans. C'est vrai, mais elle est récente. Est-ce Là, qu'on là, on connaît parle, notre, moi, je te parle de rétro. Moi, je veux Les du- rétros, elles ressortent actuellement chez Atanim. Donc, C'est vrai. Oh là là, il a réponse à tout. Tu sens que Sander a mis sa liste de courses en fait dans les questions. Ah bah, tu sais qu'à la Japan, il y a 5 coffrets Gundam qui sortent. Hein. Et pour les sous-titres de Gundam The Origin, c'est quelqu'un qu'on connaît ou c'est... Alors, toutes les séries Gundam, c'est la seule, c'est une des rares séries où on ne fait jamais les sous-titres et ils sont faits directement par Sunrise Bandai qui nous les envoie et on n'a pas le droit de les toucher. D'accord, c'est donc Sauf G Gundam, du coup. donc cette personne qui sous-titre régulièrement tous les Gundam de France. Et de Oui, Navarre. alors je sais pas si c'est lui qui les a fait, mais peut-être parce que comme la série télé de The Origin, en fait, c'est un remontage des OAV. Après, il travaillait pas forcément sur la personne à qui D'accord. dont tu parles. On peut pas dire qui il c'est, parce que- travaillait pas Si, toujours. c'est Si, pour si. les auditeurs, si, c'est Junichi Takeda, Ouais. Voilà. le bien nommé, C'est ça. le rockstar, comme je dis, du Mais par Gundam. exemple, je crois qu'il travaillait pas sur les récentes comme Iron Blooded Earthfan, par exemple. Je crois que c'est D'accord. pas lui qui les a faites. Lui, il reste plutôt sur les originales et Ouais. sur les Et donc, classiques. dans le cas de G Gundam, tu as dit que c'était Crunchyroll qui l'avait fait sous-titrer. celle-là. Là, pour le coup, oui, c'est nous qui avons financé et fait le sous-titrage. C'était complètement inédit en France. Toutes les autres, effectivement, elles étaient. Il y avait juste à récupérer des Ouais, des sous-titres sous-titres qu'avait déjà archivé Sunrise. Parfois, à les retoucher un peu, effectivement, notamment Wing Gundam. Où en fait ils avaient un vieux fichier mais qui était très difficile à lire, puis surtout ça avait été traduit un peu avec les pieds à l'époque, donc là pour le coup on est repassé un peu derrière avec leur validation bien sûr, mais sinon oui, c'est eux qui gèrent ça, on touche pas à Gundam. Non, c'est la licence, attention. Hein. Mais du coup, on est content parce qu'on a une dizaine de séries. Là, ça va faire 11 avec celle-ci, plus les récentes qu'on suit aussi, les Build Gundam, qui est un petit peu le Yu-Gi-Oh! Du Gundam pour attirer les plus jeunes. Yu-Gi-Oh! Du Gundam, Oui. c'est pas mal. Hein. Non, ça- C'est bien dit. C'est du market, ça j'adore. On va parler un peu de technique et puis de votre plateforme tout court. Qu'en est-il du déploiement du lecteur HTML5 ? Vous annonciez 25% le mardi 28/08/18, c'est assez précis. et un déploiement complet prévu pour septembre, mais de quelle année ? Oui, ça fait partie un peu des chantiers qui traînent. Ça a quand même évolué. Là, il est quand même plutôt pas mal abouti, il me semble. Non, parce qu'à un moment donné, même moi en tant que client, il y avait une petite touche Bêta. HTML5. Voilà, et des est fois restée je longtemps. tâtais. Et là, je fais
Bon, il se lance l'épisode dans ce nouveau lecteur. Non, mais c'est quelque chose qui a un enjeu où vous travaillez dessus. Je pense qu'il y a 3 milliards de bugs à régler. En fait, l'enjeu, il n'est pas juste sur le lecteur, mais sur une refonte complète du service. Le site internet, ça vous aura pas échappé qu'il est un peu daté depuis un moment. Ça va. Au moins, il est lisible. Oui. On peut naviguer. C'est propre. J'en connais d'autres. On le C'est ça. connaît, il est là. Ça fait longtemps qu'il est là, donc Ouais. on sait où aller. Voilà. Et la difficulté aujourd'hui de Crunchyroll, c'est que tout ça doit être fait en même temps 8 langues, dont l'arabe, avec les difficultés que vous imaginez que ça impose. Donc c'est des chantiers très lourds, et alors ça c'est la partie développement que je gère pas forcément D'accord. beaucoup. Non, mais c'est prévu. Ça avance. On a des updates régulièrement et des trucs, mais effectivement c'est vrai que le calendrier il est souvent encore un peu repoussé, et aujourd'hui malheureusement je pourrais pas en dire beaucoup plus. Et moi, c'était la partie technique, et là j'en ai une qui arrive derrière, qui arrive naturellement. Vous avez quand même pas mal d'attaques en déni de DOS. Vous êtes fait des ennemis à travers le monde à première vue, parce que la vache. Et non, mais quand on est Crunchyroll et qu'on est dans plusieurs centaines, enfin plus de 100 pays dans le monde, bah forcément, il y a plus de gens qui nous en veulent que quand on est un éditeur franco-français. D'accord. Donc forcément, oui, s'attaquer à Crunchyroll, bah, du coup, ça peut motiver des centaines de hackers à travers le monde, alors que s'attaquer à un service qui est franco-français, à part effectivement des gens francophones. Donc du coup, oui, on est beaucoup plus soumis à des attaques, et ça explique pourquoi. Et parfois, c'est même pas que nous. On a été des fois, notre service a été planté parce qu'il y avait une attaque générale sur les serveurs en général. Voilà, sur et des vous serveurs, étiez dessus. Exactement. Sur autre chose ça qui était pas. Ça a pu arriver, oui, aussi. Ah ouais. Donc là aussi, heureusement, on a une équipe 24/24 qui surveille tout ça. qui surveille tout ça, mais voilà, personne n'est infaillible, effectivement. Et on peut avoir, oui, des ennemis, mais en tout cas des gens qui nous en veulent un peu partout dans le monde. Ouais, enfin, vous n'êtes pas une banque, quoi. Je veux dire, c'est pas. Mais dans ce milieu-là, c'est toujours un petit défi d'arriver à faire tomber tel truc ou telle chose. Je te rassure, on a nos attaques tous les jours, nous aussi. Ah oui. Voilà. Ouais, mais bon. Et pourtant, on n'est que franco-français. Ouais. Enfin, vous, c'est mérité. Et voilà. Et ça, c'est fait. Et bah oui, tiens, merci. Alors, on va rester un petit peu dans la technique. Est-ce que vous envisagez dans le futur donc un mode hors ligne comme récemment Wakanim? J'ai dû dire oui déjà la dernière fois. C'est vieux, 2015, on ne sait plus, on a oublié, nous. Hein. Oui, ça fait partie des choses, oui. Non, parce que moi, à la base, je voulais juste le petit bouton pour mettre sur ma télé avec Chromecast. Et ça y est, vous l'avez fait il y a quoi, 2 ans, je crois. Ça fait longtemps, ça. Oui. Ah oui, mais j'ai dû le réclamer longtemps sur Twitter. Okay. Je crois que j'étais là, coucou, c'est quand et quand ça a été arrivé. En tout cas, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je tiens à souligner que moi qui utilise quasiment toutes les plateformes, Crunchy, c'est une des plus fonctionnelles stables, c'est-à-dire qu'aucun problème, ça se lance rapidement, etc. Ce n'est pas le cas de tous vos concurrents. Et alors, pour donner quand même, veulent savoir. Pour donner une précision, ce mode de hors ligne, le souci le plus important, c'est que ça fait appel à d'autres droits, en fait, parce que pour être hors ligne, ça veut dire qu'il faut télécharger l'épisode. Donc on bascule dans les droits de téléchargement qui ne sont pas les mêmes droits que le streaming. Donc et le souci, le plus gros, encore ça. Donc ça c'est un premier souci. Et le deuxième souci, c'est que autant la plupart aujourd'hui des ayants droit, ils acceptent le streaming, mais il y en a encore qui refusent de vendre les droits de téléchargement parce qu'ils ne veulent pas que leur série soit téléchargeable ou qu'on puisse vraiment récupérer le fichier source. Il faut leur expliquer que sur Chrome, il y a une espèce de petit update qui permet de télécharger tous les fichiers vidéo que tu veux. Donc, ça, il y a toujours, on a pour dire qu'on peut toujours tout avoir. Mais le souci aussi, c'est que si demain on mettait cette fonction technique, donc il faut ensuite acheter les droits de téléchargement sur toutes les séries, et ça peut expliquer que parfois que certaines séries cette fonction ne sera pas disponible sur certaines séries, et du coup ça complexifie aussi un peu l'offre, parce que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer aux gens pourquoi ça marche là et pourquoi ça marche pas là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est réclamé depuis longtemps, et on le sait, et on travaille dessus. Quand tu fais un Paris-Lyon hier, effectivement ça serait utile. Écoute, t'as autre chose qui est demandé depuis longtemps, hein? C'est une question d'auditeur. Ah bah oui, tout à fait. Alors là, tu parles de demander depuis longtemps. Là, c'est très longtemps. Alors, c'est une question de Mah32, mais je pense qu'ils sont très nombreux derrière lui à poser la même question. À quand une application Crunchyroll sur Nintendo Switch?
Ah. Je pense que ça, la question, elle existe depuis que la Switch avant même que la Switch existe, tu vois. La Switch oui. n'existait pas, ils demandaient déjà cette application. En quoi. plus, on était sur Wii avant. C'est vrai. Donc, Bah oui. je n'en sais rien. Je pense que ça viendra. Encore une question compliquée. Non, mais. Non, il peut pas être au courant de tous les développements. Je n'ai aucune idée. Non, après, ça, c'est techniquement, on est capable de faire. On est sur à peu près tous les supports les plus utilisés. Donc, c'est pas le côté technique qu'il faut. Je pense après, c'est des négociations. Pour aller sur une plateforme, il y a des enjeux, quelle sera leur Oui, com, donc, etc. en fait, c'est Nintendo qui doit C'est vrai donner. que pour l'instant, son Nintendo sur la Switch, Voilà. tu peux pas avoir accès à Netflix, tu peux pas avoir accès. Voilà. Enfin, il y a aucun streaming vidéo avec la Switch, quoi. Donc, Voilà, c'est donc sûr je pense que que- c'est plus une décision qui appartient et ensuite c'est l'objet de négociations. Donc aujourd'hui, j'ai absolument aucune info pour savoir si En même ça temps, va arriver demain ou pas, ou combien de temps ça peut prendre. Ouais, en même temps, sur cette console, il n'y a pas vraiment beaucoup d'applications tiers. Hein. C'est quasiment que les pour leurs. l'instant, ouais, non, c'est que- C'est même 100% Ouais. que. Donc, ils auraient peut-être peur de laisser la porte ouverte, comme on dit. Non, pas forcément, parce que comme ils Bah, disent sur la Wii Oui, et la sur la Wii U, Wii, il y avait ils des étaient ouverts applications et ouvertes. on y était. Donc non, je pense que c'est plus des stratégies qui sont décidées. Dans un premier temps, peut-être qu'ils décident effectivement de garder la Switch que pour les produits Nintendo. Peut-être avant de. Peut-être soit c'est un Oui. moyen peut-être de faire monter les enchères ou de choisir les partenaires. Ouh, j'aime bien ce mot-là. On a presque terminé, mais et donc on va aller sur les questions. T'en as une autre, toi? J'en ai une dernière, mais Ah, elle peut venir bah, après. vas-y. Elle peut venir après la tienne. C'est une question LOL. Non, c'est moi, c'est la conclusion. Toi, c'est la donc. conclusion. Ok, alors j'ai une petite question bonus avant qu'on entame la question pour la fin. Attention, c'est une question extrêmement difficile. Aïe. Mais La j'ai main bien sur le entendu, buzzer. j'ai tout écouté de l'émission, C'est comme bien. tout le monde. Et j'ai bien remarqué il y a deux équipes. Crunchyroll. On Ah. prononce comment? Ah, Moi, je dis Crunchyroll. Et Crunchyroll. toi, non. Toi, c'est plus roll. Ah, c'était la question bonus un peu lol. Crunchyroll. Est-ce qu'il y a une façon de Ça dépend prononcer si on est du sud C'est ou vrai, du nord. c'est vrai hein. qu'on a fait que 1h06 pour l'instant. Il fallait voir comment ajouter 25 minutes à l'émission. Exactement, il fallait la question. Il fallait une vraie mais question parce que ça là, franchement. Mais non, mais je j'aime la bien savais prononcer pas. correctement les trucs. Alors, t'es rôle Pendant ou t'es 20 ans, rôle on m'a demandé si c'était Animeland ou Animeland. Et... Ah, c'est pas faux. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux répondre à ça? Bah, Bah, c'est comme vous voulez. Et sur Canal+, le reportage c'était Animal Land. Ah oui, on me l'a fait déjà, celle-là. C'était le bonus des magasins Truffaut, je pense, ça, hein, plutôt Animal Land. Mais non, mais rien Non. de plus frustrant Alors- que d'avoir, tu vois, tu passes une heure à discuter et elle me fait ouais, mais bon, depuis Alors, tout à l'heure, il me bon, prononce alors, mal le titre de ma boîte, alors je suis un peu Alors triste. Crunchyroll ou Crunchyroll? Ben, en japonais, c'est Crunchyroll. Oh merde, Ah, il y en a un là troisième là dans là, l'équipe. Mais oui. Eh ben ça va être dur à prononcer ce dernier tout le temps. hein. Crunchyroll. Bah non, mais si tu prends du coup version japonaise, forcément C'est c'est roll. roll et pas roll. Ouais, Moi c'est j'étais vrai. plutôt Ils peuvent pas roll. dire roll. roll, de toute façon. Bah non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas dire Crunchyroll. dans leur alphabet, il n'y a rien qui dit en roll. Ouais, mais Après, comme c'est un mot anglais, moi je sais pas, je prononce En en anglais, anglais. c'est plutôt Crunchyroll. D'accord. Ah ouais, donc il y a les deux en fait qui Donc existent. là, les auditeurs, ils entendent des roll depuis 2 minutes. C'est pour bon. Bon, du coup, je reverrai la façon dont Appelez-nous je le Crunchy. prononce. Ouais, Crunchy. Ouais, Ça Ah ouais, me- j'adore. c'est ça, mignon, ça ça, fait un beau Crunchy, quand t-shirt. Appelez-moi Crunchy. Bon, du coup, je laisse la question. Ah ouais, allez faire ça dans votre salle de bain le matin. Crunchyroll. Alors, non, du coup, avant ta Ah. question finale, du coup, je vais en poser Ah une bah voilà. rigolote Allez, et chacun- détente, chacun mais sa question rigolote. un peu plus sérieuse quand même, à titre personnel. Donc, tu ne t'engages pas auprès alors, de tu dis pas Crunchyroll. Gintama, c'est fini. Non, non, On va c'est arrêter. bon. Gundam. Non, non. À titre personnel, dans ces 5 dernières années, quel est l'animé que tu as eu le plus plaisir à t'occuper? The Ancient Magus Bride. Ah, il était chouette. Parce qu'on avait l'information longtemps en avance, on avait fait une belle avant-première à Japan Expo, on avait fait venir le producteur, Monsieur Wada de Wit Studio, qui est une crème, ça s'est super bien passé avec lui. Et la petite anecdote plus personnelle... T'as fait un bisou. Non. C'est la première fois depuis très 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 longtemps où j'ai racheté un OST japonais d'une série télé après avoir vu un animé. Parce que j'ai adoré les musiques. Je parle pas des films, je continue d'acheter un peu les BO de films, mais sur un animé récent, série télé, ça faisait des années que j'achetais plus, et là je me suis acheté les OST, et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment le titre qui m'a vraiment marqué. Ah bon, alors là, dans la lignée des questions qui n'étaient pas prévues, j'en ai une moi aussi au final. Vas-y. Est-ce que ça a un impact positif ou pas, les diffusions au Grand Rex? Ça n'a pas un impact sur les abonnements, sur les Ouais, mais sur le peut-être nombre en de tant vues. que le cœur, entre guillemets. Oui, en fait,
moi, je vois ça comme quelque chose d'événementiel. Ça permet de faire plaisir aux fans de venir le voir sur un grand écran, dans des belles conditions, de créer un petit événement, de le voir soit en avant-première ou de faire une rétrospective comme on a fait sur les Nuits Hero Zero, qu'on a fait aussi avec le Max Linder. Ça fait des beaux événements, en fait. C'est des rencontres. Ça valorise aussi. C'est toujours pareil. Ça, c'est un discours que j'ai souvent. Quand on travaille sur des plateformes complètement dématérialisées, il y a un petit peu ce côté qui peut y avoir un peu inhumain ou de flux comme ça, tout un tas de choses qui arrivent. Donc en créant des événements un peu IRL dans la vraie vie, ça crée quelque chose de différent, ça valorise la série, déjà auprès des producteurs, auprès des fans aussi, et pour nous aussi, c'est gratifiant d'organiser ce genre de choses. Faut pas le faire surtout et trop souvent, mais quand on a des choses qui s'y prêtent, je trouve ça intéressant. Et ce modèle de diffusion, comme au Grand Rex ou au Max, est-ce que c'est quelque chose que ou Crunchyroll, avec des partenaires, vous pourriez exporter en province parce que Oui, on cherche, on essaye. Là aussi, il faut quand même avoir quelque chose de très fort parce que c'est déjà difficile de remplir une salle à Paris. C'est encore plus difficile de remplir une salle en province. Pour le coup, si on veut créer un peu le même genre d'événement, il faut un petit peu se déplacer aussi. Donc, on n'est toujours que deux à travailler sur le côté marketing de Crunchyroll. Coucou Bastien, mon collègue. D'accord, voilà. Et donc, des fois, c'est un peu le temps qui nous manque. Et puis d'avoir aussi, faut qu'il y ait la conjonction des planètes aussi. C'est-à-dire l'animé où on sait suffisamment longtemps en avance qu'on va l'avoir, qu'on ait le matériel en avance, qu'on ait le temps de préparer quelque chose, que ce soit dans un bon timing par rapport à la disponibilité des salles, qu'il n'y ait pas trop aussi d'autres événements du même type en même temps. Et si tout ça est bien conjugué, on peut faire une belle avant-première. Et le jour où on a un vrai gros truc, à essayer aussi de le dispatcher un petit peu en province ou pourquoi pas en Belgique aussi. On a fait quelques petits trucs en Belgique en marge du salon Made in Asia cette année. C'était intéressant. Il y avait des projections dans un cinéma CGR qui est juste à côté du site. Voilà, ça c'est des choses aussi qu'on essaye de développer. Ok. C'est vrai que Crunchyroll se déplace pas mal sur les salons pour se faire connaître. Ça reste toujours important, encore une fois. Pour un service qui n'existe, qui n'est pas physique, d'aller à la rencontre des gens, je pense que ça a été un petit peu notre marque de fabrique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a commencé dès le début. On le fait un petit peu moins aujourd'hui. C'est vrai qu'on se déplace beaucoup au salon, mais on est moins présent sur des stands parce que, mine de rien, ça prend beaucoup de temps d'organiser ces déplacements. Mais oui, c'est quelque chose qu'on continue de défendre. D'accord. Ça y est, plus question bonus. Non, je demande avant. D'accord. Olivier, comment tu vois l'avenir de Crunchyroll US ou France à court terme ? Qu'est-ce que vous avez beaucoup de projets qui vont arriver dans l'année 2019, des lancements que vous choyez, entre guillemets, que vous nous concoctez Alors, des lancements, oui, il y en aura d'autres. Et ce qui est plus le temps passe, plus on arrive à travailler un petit peu plus en amont pendant très longtemps. On apprenait quasiment tout notre catalogue à quelques jours du lancement, donc c'était un peu difficile justement. On va pouvoir organiser autre chose que des annonces d'un coup quand une saison arrive et qu'on balance 20 nouveaux animés. C'est vrai qu'on est un peu plus dans le processus interne et on voit plus arriver un peu des choses. Malgré tout, on a toujours un petit peu ce problème avec Crunchyroll où on sait des fois à l'avance que Crunchyroll a une licence, mais on n'a pas forcément le détail des pays. Donc ça, c'est toujours... le découpage. On sait que Crunchyroll l'aura, et en général, s'ils l'ont, c'est qu'ils l'auront surtout aux États-Unis, donc ils sont très contents. Mais est-ce qu'on l'aura vraiment en France, ou en plus qui reste un pays très concurrentiel, où tout peut se jouer jusqu'à la dernière minute? Ça, c'est des conditions qui ne rendent pas le travail facile pour anticiper et essayer d'organiser justement des choses en plus. Mais malgré tout, à force de travailler et de demander, on arrive à avoir un petit peu ces infos, pas sur tout, mais en tout cas des fois sur des titres importants. Donc aujourd'hui, oui, ça c'est des choses qu'on commence à mieux travailler, à anticiper pour justement créer un peu des événements. Je pense que l'année 2019 ou en tout cas 2020 ou plus tard sera assez charnière pour Crunchyroll et pour l'ensemble de la profession parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent, beaucoup d'évolutions aussi qui sont peut-être amenées à se faire. Cette concurrence qui est très accrue qu'on retrouve en France mais qu'on retrouve aussi aux États-Unis où il y a aussi aujourd'hui Crunchyroll a d'autres concurrents.
forcément, ça va faire bousculer les choses. Et il y a un dernier aspect aussi qu'on n'a pas abordé. C'est que, tu le disais au début, au départ, Crunchyroll était dirigé par des actionnaires de la Silicon Valley et effectivement aussi la chaîne TV Tokyo. Aujourd'hui, par un jeu d'absorption de sociétés qui ont racheté une des sociétés qui était l'actionnaire principal de Crunchyroll, qui s'est fait absorber, etc. Aujourd'hui, Crunchyroll fait partie du groupe Warner, en fait, Warner Media. Donc, du coup, ça nous assure aussi... alors, concrètement, aujourd'hui, ça change rien. On est les mêmes, on a les mêmes bureaux, etc. Mais voilà, il est certain que on entend parler de plein de choses. Il y a Disney qui va lancer sa plateforme, Là, on etc. sait que Warner est sur le projet de lancer une plateforme. Moi, aussi. à mon niveau, j'ai pas du tout des bien infos sûr, mais là. ça, c'est une vraie info. Forcément, Warner, c'est des choses auxquelles on pense. Ça veut pas dire que demain, Crunchyroll va devenir Warner, un truc. Non, mais on pourrait retrouver du Crunchyroll sur la plateforme. Et aujourd'hui, il peut y avoir qu'il y ait des pistes de travail aussi avec les différentes branches de Warner. Par exemple, à la fin du mois de mai, on va annoncer un titre qui va arriver en catalogue qui est directement lié à cette fusion, par exemple. Voilà. Enfin, cette fusion, ce rapprochement. Donc, Tu veux dire l'attaque des Titans, le film live? Vous allez l'avoir sur Crunchyroll? Non, ça, c'est bien ça. Donc voilà, tout ça fait que dans les prochains mois, en tout cas si c'est les prochaines années proches, c'est un secteur qui est encore en plein développement, où tout se structure, il peut y avoir encore des alliances, des choses, et je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans un avenir assez proche en fait. Et dans un plus long futur, l'investissement de Crunchyroll dans les studios japonais, pour en revenir au début, c'est vraiment quelque chose où ils misent pour avoir des programmes qui soient du content spécifique pour eux, avec des envies, parce que voilà... Alors il y a les deux. Aujourd'hui, nous, on est plutôt à investir sur des séries qui sont quand même faites pour le public japonais, mais dont on récupère les droits. Après, il y a aussi une dernière phase, c'est quelque chose aussi qui a été annoncé, c'est de créer aussi des Crunchyroll Originals, des créations spécifiques à Crunchyroll. Il y a déjà eu quelques annonces qui ont été faites. On a notre propre studio aux États-Unis qui s'appelle Elation Studio. Et alors là, ça va être des choses un peu hybrides, c'est-à-dire des choses qui sont influencées par la culture japonaise, mais qui peut être faite par des occidentaux. Donc, il y a un projet qui a été annoncé, qui est fait par une équipe américaine. On travaille aussi, forcément, on est en relation aussi avec des gens que vous connaissez, ces fameux Français qui sont expatriés, etc. Il y a des projets aussi comme ça qui sont dans l'air. Et il y a des choses qui seront aussi réalisées au Japon. Voilà, on a annoncé aussi une série Blade Runner aussi. Voilà. Ça fait partie des choses. Alors, malgré tout, ça, c'est des choses qui vont s'ajouter en complément. Il y a des gens on a eu des réactions, des gens qui étaient inquiets de savoir, mais est-ce qu'on proposera toujours des choses vraiment japonaises? Oui, parce que les séries japonaises, ça restera quand même le fonds de commerce. Voilà, notre catalogue principal. Mais aujourd'hui, voilà, on est prêt aussi à élargir et à proposer aussi d'autres choses qui seront créées par Crunchyroll et qu'elles soient faites effectivement aux États-Unis, ailleurs ou au Japon. Eh ben dis donc, il s'en passe des choses là, dans le monde merveilleux de la diffusion en SVOD. On n'a pas fini de parler de vous. Ouais, bah non, et puis nous, on va en regarder et puis on va en chroniquer encore pour un bon moment, hein, que ce soit dans le bon goût ou dans le chelou. Donc tout va très bien. Ça sera notre conclusion. Donc merci beaucoup Olivier d'être venu nous faire un bilan après ta dernière visite enfin je parle que pour Crunchyroll, je parle pas de tes visites impromptues pendant le Kaikoten, hein. Coucou, c'est moi que voilà. Impromptu. Bah ouais, lui aussi programmé quand même. Oh non mais viens, il passe devant, il rentre, salut, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la lumière. Tiens, mes copains, ils sont là, ils sont tous là en train de parler. Vous parlez d'un sujet que j'aime bien en plus. Ah bah dites donc. Quel hasard. Quel hasard. Ah ouais, ça fait bien les choses de temps en temps. Donc nous allons aussi remercier nos partenaires que sont la librairie Ayaku Shop, 4 rue d'An dans le 5e arrondissement de Paris et www.ayakushop.com. Ah, ils sont sympas eux. Hein. Ouais, traduction moi-même. Hashtag moi-même. Et les images dérisoires
3W, les images dérisoires, créateur d'affiches d'art et surtout de très jolis partenariats dernièrement, puisque vous retrouverez James à Japan Expo sur le stand de Monsieur Leiji Matsumoto. Ah, carrément. Pour comme 3 ça. nouvelles affiches. Ouais, et il n'y aura pas que Monsieur Leiji Matsumoto, il y Non. aura aussi un autre dessinateur présent. Bioman Rose. Je crois qu'il reste toujours du Posca Demizu. Ouais. Il me semble il reste encore plusieurs Posca Demizu, donc l'autrice de Promised Neverland. La Donc, dessinatrice. alors, c'est pas un artwork lié à Promised Neverland, c'est un artwork original, mais qui peut se rapprocher thématiquement de ce qu'on voit dans la série, puisque elle a un univers, quoi. Ça, Voilà. c'est sûr, elle a son univers, et c'est un très très joli dessin. Le petit instant promo partenaire se tiendra au parc des expositions de Villepinte, Japan Expo 20e Impact du 4 au 7 juillet 2019. Parmi les invités annoncés, le créateur de la série Gundam, Yoshiyuki Tomino, présent pour célébrer le 40e anniversaire de Mobile Suit Gundam. Il y aura aussi Dina Miao, auteur de manga Ultramarine Magmel. Il y aura aussi Gonagai, auteur de Devilman, Goldorak, Mazinger. Leiji Matsumoto, créateur d'Albator. Et pour fêter les 35 ans de la série Sentai Bioman, l'équipe, entre guillemets, les acteurs principaux seront présents. D'autres noms prestigieux seront annoncés. Restez à l'écoute de Mangakas et de nos réseaux sociaux. Les informations pratiques de l'événement sur son www.japanexpo.com. Et Japan-Expo ouais, plutôt. Hein. ouais, c'est japan-expo-.com. Pourquoi ils n'ont pas fait tout attaché? Et T'as oublié Paris d'ailleurs, hein. Il y a aussi Il y a un Paris Paris. Oui, mais après, ça .com. s'y met automatiquement. ouais, mais bon, là, arrêtez, s'ils doivent taper. Bon, vous tapez Japan Expo dans Google. Ouais, voilà, et ça, il va faire ça. pop le truc. Et de toute façon, il est bien référencé. Normalement, c'est le premier qui arrive. Hein, ou alors, c'est que vous êtes tombé sur un site porno. Et nous, on sera présents à Japan Expo. cette année encore. Et Incroyable. pour la première année, on va faire une conférence Crunchyroll avec line-up, annonce et pas mal de Qui c'est qui choses l'anime? sympas. Tu t'animes toi-même? Je m'anime tout seul. Oh, putain, il est trop Voilà. fort. Mais quel homme orchestre. Je suis auto-animé. Ah ouais. C'est vrai qu'on voit pas les fils d'ailleurs. Mais non, Quand tu ouais. bouges, c'est incroyable. Le puppet lui-même. Nous allons nous quitter en chanson comme à chaque fois et Ah, on m'avait pas dit qu'il fallait que je chante. non, tu ne chanteras pas, non, ce n'est Allez, pas la peine. voici venu. Non, non, Dommage. je sais ce qu'il pourrait chanter lui. Mais non, je ne veux pas. Non, France 5 sera présent aussi à Japan Expo. Aussi, oui. Il n'est pas sur le catalogue Crunchyroll encore. Non, c'est un Ça épisode peut-être- radio. Peut-être à long terme, Voilà. qui sait. Ça n'a pas vocation parce que la vocation de François, c'est d'être diffusé gratuitement. Et alors, Crunchyroll, c'est c'est gratuit, gratuit. oui, mais Voilà, c'est quand même une n'oubliez plateforme pas. payante. Donc, Voilà. Hein c'est une Ça, personne qui c'est met facile. des programmes payants. Bon, il n'y a pas tout Gintama, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Donc on va désabonne ce soir, hein, bien c'est sûr, suppression. On va se quitter en musique avec pour la chanson de fin. C'est le second opening de The Rising of Shield Hero, fait par Mad Kit. Donc, les Très gens. bon choix. Oui, je sais, j'ai pas fait Excellent exprès. choix. De toute façon, moi, c'est pas une série que je regarde beaucoup, hein, donc voilà. Pas du tout. Moi non plus Absolument d'ailleurs. pas, je la lis pas. Et je la découvre, là, il semble que c'est un petit succès. Ce que vous ne savez pas, c'est que tous ces vêtements sont faits avec les pages du manga. Il les déchire, il se fait que des vêtements en Non, papier c'est pas des maintenant. vêtements, je me roule dedans. Oh là là. Et voilà, donc c'est parfait. Donc nous allons nous quitter là-dessus. Donc les gens, on vous fait des bisous, on vous kiffe, on vous dit à bientôt. Et Toi, on te dit à bientôt. Ah non, parce que mais- là, Bientôt. Ah bah, vous me lointain. reverrez qu'en juin parce que moi je suis au Japon à partir Voilà. de mai. Donc Comme Ah bah, il carrément. part pour c'est son rendez-vous. Voilà. C'est comme les oiseaux, tu sais, il migre 2 fois C'est par ça. an. Il doit aller là-bas. Je dois faire des livres. Dis celui qui en revient du Japon. Moi, je migre pas tous les 6 mois. James m'a, on va dire, donné des affaires à délivrer à des auteurs. Donc je vais faire le porteur ou le transporteur. Comment ça se passe, on verra. Donc on vous laisse, on vous dit à plus. Et puis on espère que vous aurez la bonne idée d'aller consulter le catalogue Crunchyroll qui est accessible gratuitement. Vous pouvez prendre des abonnements parce qu'il y a le premium et il y a le normal. Et ça, c'est à vous de faire un choix. 4,99€ seulement par mois, sans engagement. Merci Maryse. Et donc on se dit à très bientôt. Salut, des bisous à tous, on vous kiffe. Ciao ciao. À la À prochaine. tous.